Bienvenue dans le débat. Viktor Orban va-t-il conserver le pouvoir après 16 ans aux commandes de la Hongrie? Tel est l'enjeu des élections législatives qui se tiennent dans le pays. Le Premier ministre hongrois est en mauvaise posture dans les sondages. J.D. Vance est arrivé ce matin à Budapest pour le soutenir. Le vice-président américain a affirmé vouloir envoyer un signal aux bureaucrates de Bruxelles lors de sa conférence de presse commune avec Orban. C'était à Budapest en début d'après-midi. Le scrutin a lieu dimanche. Le rival de Viktor Orban est un ancien fidèle du régime. Il s'appelle Péter Magyar. Et il est devenu en quelques mois l'espoir de toute l'opposition hongroise. L'Union européenne, mais aussi l'Ukraine, observe attentivement la campagne, alors qu'Orban bloque toujours le prêt européen de 90 milliards d'euros à Kiev. Alors on va revenir sur ces législatives. Orban est-il vraiment mis à l'épreuve cette fois par son adversaire Péter Magyar? Pourquoi J.D. Vance a-t-il fait le déplacement et quel impact sur le scrutin? Quelles sont les conséquences de ces élections pour l'Ukraine et pour l'Union européenne? Le système Orban est-il en péril? On pose ces questions à mes invités. Amélie Poinçon est avec nous. Poinçon, pardon, est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart et autrice de Dans la tête de Viktor Orban. C'est sorti chez Actes Sud. Jacques Rupnik est avec nous. Bonsoir. Professeur au Collège d'Europe de Bruges, directeur de recherche émérite à Sciences Po, auteur de Le triple retournement de Viktor Orban. Et ça va paraître dans la revue Le Grand Continent cette semaine. Maude Kessar est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du domaine Euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, à l'IRSEM. Bienvenue. Et nous avons avec nous par Teams Olivier Weber. Bonsoir, grand reporter et écrivain. Bonsoir. Auteur de L'Esprit de résistance aux éditions de l'Aube. L'enjeu de ces élections législatives de dimanche en Hongrie dépasse donc très largement la Hongrie. Et ce sont les jeunes Hongrois qui pourraient faire basculer le scrutin en faveur du rival de Viktor Orban, Péter Magyar. On fait un point en image. Il flotte au-dessus du Danube des airs de changement. À quelques jours d'un vote crucial, les jeunes pourraient faire basculer l'élection. Beaucoup disent espérer un renouveau. Le parti du Premier ministre Viktor Orban, le Fidesz, est donné perdant aux législatives, ce qui mettrait fin à 16 ans d'un pouvoir pro-russe accusé de dérives autoritaires. J'ai grandi sous le régime du Fidesz de Viktor Orban. J'y suis depuis l'âge de 2 ans. Je ne connais rien d'autre. J'en ai surtout subi les conséquences négatives. Je n'ai rien vu de positif. J'espère vraiment qu'un changement positif surviendra dans ma vie. Cette électrice n'est pas forcément emballée par Péter Magyar, le leader du principal parti d'opposition donné gagnant, mais déclare vouloir voter pour lui au nom du changement de régime. Et les sondages semblent confirmer cette tendance. Près de 65% des électeurs de moins de 30 ans soutiendraient, selon l'Institut, le principal opposant. Le Fidesz d'Orban ne serait soutenu que par 14% des jeunes Hongrois. L'alternative, ce jeune électeur la voit plutôt du côté de l'extrême droite. Il n'en reste pas moins qu'il est fermement opposé à Viktor Orban. Aux yeux des jeunes, le Fidesz est perçu comme une bande de vieux grincheux, corrompus et bornés. Le Premier ministre, bien conscient que la jeunesse pourrait faire basculer l'élection, a multiplié les messages à son égard. Chers jeunes, nous ne vous avons pas oubliés en temps de guerre. Et il peut compter sur des soutiens parmi les plus jeunes qui admirent sa dimension internationale. Viktor Orban possède une vaste expérience et d'excellents contacts à l'étranger, notamment avec Donald Trump et Vladimir Poutine. La visite du vice-président américain J.D. Vance ce mardi à Budapest pourra-t-elle inverser la tendance? Les Américains entendent manifester très concrètement leur soutien à Orban. Une opération qui pourrait rebooster sa cote de popularité à quelques jours des élections du 12 avril. Amélie Poinçon, est-ce qu'on peut dire que cette fois, il peut perdre, Viktor Orban? Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a jamais été autant en difficulté. Alors, il faut prendre quand même avec prudence les sondages, parce qu'il se trouve que le système électoral, le mode de scrutin hongrois a justement été modifié par Viktor Orban lui-même et le Fidesz au début de ses mandatures. Pour le favoriser. Pour le favoriser. C'est un scrutin qui favorise les circonscriptions rurales, ce qui ne veut pas dire que si on a une majorité de voix dimanche soir en faveur de Tissa, le parti de son opposant, ça ne veut pas dire que Tissa aura la majorité au Parlement. Donc, Parce qu'il y a un scrutin, oui, c'est ça, un scrutin national et ensuite, voilà, et en même temps un scrutin scrutin entre deux types de listes, nationales et locales.
et il peut y avoir des transferts de voix. Donc ça va être assez subtil à analyser. En tout cas, moi je prendrais avec prudence encore les sondages, même s'ils donnent une large avance pour l'instant à Peter Maillard. De fait, depuis 2010 et la succession de ces mandats de Viktor Orban au pouvoir, il n'a jamais été autant en difficulté. Il y a 2 ans, lors des élections européennes, il avait déjà subi un recul important, mais il était encore à 45% des voix. Et c'est à ce moment-là que Peter Maillard était arrivé avec 30% des voix comme un concurrent sérieux à Orban. Donc là, il a poursuivi évidemment sur cette lancée. En quelques mois, il est devenu ce concurrent sérieux. Pourquoi, d'après vous, Jacques Rupnik? Il vient du système, finalement, Peter Magyar. C'est un conservateur, mais alors il est pro-européen, contrairement à Orban. Ce serait ça ce qui les distingue? Oui, il propose un changement, une rupture avec Orban, mais c'est un changement politiquement dans la continuité. Parce qu'il y a eu des tentatives pour mettre Orban en difficulté. Ça fait 16 ans qu'il est au pouvoir. Il a gagné 4 élections de suite. Et il y a eu toutes sortes de candidats, centre-gauche, etc. Tout a été essayé. Là, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui vient du Fidesz. Il a passé 20 ans au Fidesz. Donc le parti d'Orban. Et il attaque le Fidesz, non pas sur son passé, ça serait difficile pour lui de le faire, mais plutôt sur le système qu'il a installé. Contrôle par l'État de toutes les institutions, contrôle la corruption, le népotisme, les médias, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que la jeune génération entend. Et puisqu'on a vu le reportage là, sur les jeunes, il ne faut pas oublier que Orban, quand il est entré en politique, il a créé le Fidesz, qui était un parti d'étudiants. C'est un groupe d'étudiants dissidents qui crée un parti politique. Donc je crois que de se voir contesté par la jeune génération qui se reconnaît plutôt en Peter Magyar, ça doit lui faire mal. Il fait partie vraiment, il se dit conservateur, mais là il est vraiment conservateur aussi sur le plan générationnel. Je crois que c'est un clivage important dans l'électorat hongrois. J.D. Vance, qui s'est déplacé en Hongrie. Aujourd'hui, il va être pendant 2 jours sur place pour soutenir, et il l'a dit aujourd'hui dans une conférence de presse commune avec le Premier ministre hongrois, il est venu soutenir Viktor Orban. On va l'écouter. Ce qu'il s'est passé dans ce pays en pleine campagne électorale est l'un des pires exemples d'ingérence étrangère dans une élection que j'ai jamais vue, ou même dont j'ai jamais entendu parler. Les bureaucrates de Bruxelles ont cherché à détruire l'économie hongroise. Ils ont tenté de rendre la Hongrie moins indépendante sur le plan énergétique. Ils ont voulu faire grimper les coûts pour les consommateurs hongrois et ils ont fait tout cela parce qu'ils détestent cet homme. Mais je pense que ce que le peuple hongrois devrait faire, ce que je l'encourage à faire, c'est de se poser la question suivante. Non pas qui est pro ou anti-Europe, ni qui est pro ou anti-États-Unis, mais qui est de votre côté, qui est du côté du peuple hongrois. Maud Kessar. Alors, c'est une démonstration de J.D. Vance. Finalement, ce qu'ils ont en commun, J.D. Vance et Viktor Orban, c'est cette haine, c'est l'Union européenne comme adversaire. Alors absolument, et là J.D. Vance est parfaitement cohérent avec sa ligne, et cette ligne qu'il porte depuis dès avant le fait qu'il accède donc au poste de vice-président des États-Unis. C'est ce qu'il a rappelé à Munich, c'est ce qui a été rappelé dans les documents stratégiques américains aussi portés par J.D. Vance. Et là, finalement, J.D. Vance est dans sa ligne assez confortable et il vient surtout ici à Budapest parce que cette élection hongroise, plus que toute autre, plus que toutes les autres élections qui vont avoir lieu cette année en 2026, donc de ce côté de l'Atlantique, pour l'Union européenne, c'est celle-là qui compte pour les Américains trumpistes parce que c'est avec la Hongrie sert de modèle, de laboratoire. Elle sert aussi de lieu de rencontre pour les MAGA, les NatCon, les national-conservateurs. Et puis tout le réseau qui se rencontre, qui se retrouve souvent en Hongrie. À Budapest, proche du Danube, avec l'Institut du Danube qui a fort alimenté en fait les éléments idéologiques à la fois du Claremont Institute et de l'Heritage Foundation. Donc ici, en fait, c'est ces soubassements idéologiques des MAGA européens, puisque l'idée est de faire un Make Europe Great Again depuis Budapest. Et donc, si Orban venait à tomber, eh bien, l'Amérique MAGA perdrait un de ses relais puissants, un relais puissant qui est anti-Bruxelles et donc qui s'inscrit parfaitement dans la ligne de J.D. Vance et de l'ensemble de ses supporters.
Olivier Weber, ce qui les rapproche, donc, c'est cet ennemi européen. Et puis, l'Ukraine, qui, dans cette campagne, fait partie de tous les maux, est accusée de tous les maux par Viktor Orban. Et je cite J.D. Vance, donc, lors de cette conférence de presse, « La guerre doit se terminer et c'est la Hongrie qui a la bonne approche avec la Russie ». Voilà ce qu'a dit J.D. Vance. Donc, on peut dire que l'Ukraine est dans la ligne de mire de ces deux hommes. Et bien sûr, les Ukrainiens regardent ce qui va se passer. Oui, bien sûr, c'est presque une ironie de l'histoire que de voir que la Hongrie est presque un pont, on va dire, entre Moscou et Washington. Et le fait que J.D. Vance parle de la Hongrie comme partenaire important de la paix en Ukraine, c'est aussi un peu ironique, parce que lui-même parlait, J.D. Vance, d'interférence ou d'ingérence de Bruxelles, vous l'avez rappelé. Et qu'est-ce que c'est d'autre lorsqu'un vice-président américain vient dans un pays européen, un des 27, à quelques jours d'un scrutin, pour justement mettre en place un système de soutien très important, symboliquement, politiquement, diplomatiquement, avec Viktor Orban. Donc oui, c'est évidemment le caillou dans la chaussure, c'est le choix, l'envie, le souhait de parti républicain, de Trump et de J.D. Vance, que d'avoir encore une nouvelle Hongrie, un 5e mandat successif de Orban, qui pourrait représenter un tremplin dans l'Europe. Vous l'avez dit, quelques semaines après l'intronisation de Trump, J.D. Vance est venu à Munich et lors de ce discours devant les Européens, il a vilipendé les valeurs démocratiques, il a critiqué les valeurs européennes, etc. Et justement, c'est ce qu'a fait Orban depuis des années, depuis 2010, depuis son premier mandat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est justement les indécis qui sont encore nombreux, qui pourraient basculer d'un côté comme de l'autre. Il faut bien voir aussi que Orban n'a pas rassemblé, je pense, la totalité de ses soutiens encore à l'heure actuelle. On le voit dans le flottement des sondages, mais ça peut jouer aussi pour Peter Maillard. Donc c'est vraiment un choix stratégique très important. C'est vraiment une partie de l'avenir de l'Europe qui se décide dans les jours qui viennent, en tout cas dimanche. Et je rappelle simplement que la Hongrie, depuis 2010, a énormément bénéficié donc de l'aide européenne, tout en critiquant, bien sûr, l'unité de l'Union européenne. Donc c'est un paradoxe que Orban a assumé, mais en même temps que la jeunesse hongroise est en train de contester. L'Ukraine, alors, est-elle le bouc émissaire d'Orban pendant cette campagne? On a beaucoup parlé de ces explosions autour d'un pipeline gazier. Les Serbes qui ont dit qu'ils avaient trouvé des explosifs, c'était hier ou avant-hier, dimanche me semble-t-il, dans un pipeline qui fait transiter le gaz russe à travers les Balkans vers la Hongrie. Viktor Orban a donné l'impression d'accuser l'Ukraine d'un sabotage. On va l'écouter. Je ne voudrais pas nuire davantage aux relations entre l'Ukraine et la Hongrie en accusant un pays, disons l'Ukraine, sans connaître les faits. Je ne le ferai donc pas tant que nous n'aurons pas les faits. Cependant, il est indéniable que ce que nous vivons ici s'inscrit dans une série d'événements, car les Ukrainiens en ont les moyens et sont prêts et capables de faire une chose pareille. Amélie Poisson, c'était comme ça pendant toute la campagne. Alors, oui, pourquoi s'en prendre avec autant de véhémence à l'Ukraine ? Il faut dire que oui, ça a été une campagne très sale. Il n'y a jamais eu de campagne de ce type avec autant de propagande, de fake news, y compris avec l'usage de l'intelligence artificielle, etc. Et notamment, le Fidesz a beaucoup joué sur, évidemment, la guerre russe en Ukraine, en diffusant des images simulant l'envoi de soldats d'Hongrois en Ukraine. Et avec des mesures de rétorsion, évidemment, et des ripostes russes. Il veut symboliser l'homme de paix, en fait, c'est ça. Voilà, lui, vraiment, évidemment, sa campagne s'était axée sur gardons une Hongrie en paix, gardons la sécurité, etc. Mais quitte à tordre, effectivement, complètement la réalité. Et du coup, il en a oublié les préoccupations quotidiennes, économiques et sociales du peuple hongrois. Et c'est là-dessus, en fait, que Peter Maillard, évidemment, a progressé et pourrait l'emporter. C'est que lui, dans son programme, il a mis en avant des allocations familiales, l'augmentation de certains salaires, les pensions de retraite, etc. Ce que Viktor Orban, depuis quelques années, a complètement délaissé, puisqu'il a joué vraiment la carte de la stature internationale, l'idéologisation à outrance et l'alliance avec les extrêmes droites
qui n'est pas nouvelle, qui n'arrive pas avec Trump. Ça date de 2014-2015. Et à ce moment-là, il a commencé à jouer des alliances partout en Europe et dans le monde entier. Maud Kessar. Ce qui est intéressant dans cette stratégie en fait de diversion que opère Orban, c'est justement qu'il ramène en fait à un sujet de sécurité ou qui serait plus international et sur lequel il est a priori à l'aise, finalement ce débat parce qu'il voit qu'il est en perte de vitesse. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est exactement la stratégie que les Trumpistes utilisent aussi quand ils veulent faire diversion sur des objets de politique intérieure. Trouver un bouc émissaire. Gênant, absolument. C'est le bouc émissaire, le scapegoat, absolument. Le bouc émissaire, c'est l'Ukraine. Et Bruxelles. Il faut quand même préciser aussi que la Hongrie est ultra dépendante du pétrole et du gaz russe et qu'il y a aussi évidemment des intérêts géostratégiques qui peuvent expliquer aussi le positionnement d'Orban. Avec ce gazoduc dont on parle sans arrêt, Orban, il accuse les Ukrainiens justement de couper l'alimentation en gaz russe de la Hongrie. Donc ça aussi, il l'a beaucoup dit pendant sa campagne. Oui, parce que la Hongrie est très dépendante, effectivement. Et donc ça, c'est un argument qui a son poids, surtout dans ça pèse sur l'électorat hongrois que de dire c'est la faute des Ukrainiens. C'est que nous n'avons pas d'autres sources d'énergie. Nous sommes un pays qui dépend du pétrole russe, bon marché. Il est quand même un tiers en dessous du prix mondial. Et donc, ça, c'est un argument. Mais surtout, ce qu'on a fait Orban, c'est une attaque contre l'Ukraine et Zelensky. Donc, il n'y a pas seulement le problème de l'approvisionnement, c'est que ça a été, en quelque sorte, délibérément provoqué par l'Ukraine, ou en tout cas, les Ukrainiens ne font pas ce qu'il faut pour le réparer. Et à partir du moment où... Mais il faut dire qu'il y a eu la riposte de Zelensky. Il a dit, si ça continue, nous, on peut envoyer des soldats ukrainiens expliquer à Orban ce qu'il en est vraiment. Une menace. Et même Peter Magyar, l'adversaire donc de Orban dans la campagne, a dit aucun étranger n'a le droit de menacer un Hongrois. Et donc, mais Peter Magyar n'est pas sur cette ligne-là. Il n'est pas sur cette ligne-là, mais quand même, quand il y a une menace comme celle qui a été proférée par Zelensky, il se met en posture pour ne pas être attaqué lui-même. Et donc, l'idée d'Orban, c'est j'ai d'un côté l'adversaire européen, l'Europe qui s'ingère, l'Europe qui pousse, etc. L'Europe fauteur de guerre, puisque l'Europe se prépare, en quelque sorte, à la guerre contre la Russie. À la guerre contre la Russie. Et d'autre part, il y a l'Ukraine qui non seulement sabote l'oléoduc, mais qui, en quelque sorte, mène une politique dangereuse, refuse un plan de paix. Sous-entendu, nous pourrions être les bons offices entre Trump. Il est sur la ligne Trump sur l'Ukraine. Il y a un deal, l'Ukraine doit accepter de perdre du territoire et la paix est à ce prix. Et donc, il y a chez Orban cette idée qu'il a eue dans toutes les campagnes. Il faut trouver un adversaire. Autrefois, c'était les anciens communistes. L'élection suivante, c'était Soros et Juncker. Donc, il y avait toujours l'Europe et Soros. Le président de la Commission, Juncker. Oui, et Soros, européenne. Le Hongrois d'origine, juif new-yorkais, très riche, qui a son réseau d'ONG, etc. Soros. Et donc, il y avait Europe et Soros. Maintenant, c'est sur les posters à Budapest, vous avez von der Leyen et Zelensky. Donc, vous avez là les fauteurs de guerre, en quelque sorte. Moi, je suis le candidat de la paix. L'ironie de l'histoire, c'est que le candidat de la paix, aujourd'hui, s'est présenté aux côtés de J.D. Vance, le vice-président américain, au moment même où le président américain vient de déclarer qu'il allait éradiquer la civilisation perse, la civilisation iranienne. Et donc, l'Amérique est en guerre. L'idée que l'Amérique, aux côtés de la Hongrie, est un symbole de paix contre une Europe fauteur de guerre, c'est absolument absurde. Et c'est pas... Donc, je crois que J.D. Vance est là, mais je crois que d'une certaine façon, Orban était soulagé que la visite soit pas celle de Trump, parce que la visite, initialement, c'était ce qui était prévu. L'idée que la visite de quelqu'un comme Trump, qui est en train de mener une guerre déchaînée pour faire passer un message de paix, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, J.D. Vance a mis en avant le fait qu'il y avait des négociations pendant cette conférence de presse. J'imagine que ce n'est pas tout à fait un hasard. Un mot, Maud Kessar, aussi sur le fait que la Commission européenne a fait savoir qu'elle était préoccupée, ça c'était lundi dernier, pas hier, lundi dernier, par des infos du Washington Post qui suggèrent que la Hongrie a fait fuiter
des données sensibles à Moscou que le ministre des Affaires étrangères hongrois en fait profite des pauses pendant les réunions à Bruxelles pour appeler Sergueï Lavrov, donc le chef de la diplomatie russe. Ça a été démenti. Orban dénonce des attaques graves. Mais enfin, on l'accuse carrément d'être un espion russe, son chef de la diplomatie, selon le Washington Post. Alors, ces hommes politiques s'appellent beaucoup. Il faut rappeler aussi que Trump téléphone beaucoup et qu'il appelle très souvent Orban, puisqu'il passe ses journées à téléphoner. Et c'est d'autant plus inquiétant que finalement, le signal que montre Vance en venant ici soutenir Orban, c'est aussi la politique russe des États-Unis qui s'inscrit dans le long terme, c'est-à-dire le rapprochement idéologique majeur entre Moscou et Washington, dont en fait Orban devient le trait d'union. Et ça, c'est un signal très important pour les Européens, et les Européens de Bruxelles en particulier. Et donc, c'est aussi une sorte de warning pour la suite des élections qui vont avoir lieu en Europe après la Hongrie et jusqu'en 2027. Oui, donc avec ce pour ou contre l'Europe, Olivier Weber, et puis ce prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros qui est toujours refusé par Viktor Orban, et comme il faut la majorité, il faut l'unanimité. Du coup, ce prêt n'a toujours pas été débloqué par l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que si Orban perd cette fois, eh bien, il sera débloqué, ce prêt à l'Ukraine ? Oui, parce que ça fait partie du programme de Peter Maillard, d'abord de lutter contre la corruption, et puis deuxièmement, de participer à ce déblocage. D'abord, déblocage des fonds de la Commission européenne qui ont été gelés par Bruxelles pour la Hongrie, pour des questions de manquement à l'état de droit, et justement pour cette question de corruption, donc quand même assez importante encore en Hongrie. Et puis, bien sûr, Peter Maillard pourrait, donc, s'il est élu, participer à ce déblocage, même s'il existe quand même des procédures d'exception, hein, avec l'option de Orban qui remporterait néanmoins les élections de dimanche. Donc, c'est encore possible de débloquer. Mais évidemment, Peter Maillard veut arrimer non seulement la Hongrie un peu mieux à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. Et c'est ça aussi qui plaît à une partie de la jeunesse, qui sent bien évidemment qu'il y a un alignement d'Orban. Vous parliez justement de ces fuites apparemment avérées quand même du ministre des Affaires étrangères d'Orban à Moscou vers son homologue Lavrov. Évidemment, c'est carrément assimilé une sorte d'espionnage. En tout cas, c'est très très mal vécu par les autres ministres des Affaires étrangères des 26 pays européens. Donc voilà, donc là, il y a ce jeu. Ça plaît quand même à une partie de la jeunesse et une partie de la population hongroise qui veut non pas totalement aider l'Ukraine, mais qui veut en tout cas rester un peu plus dans la cohésion, dans l'unité de l'Union européenne. Vous le disiez, hein, c'est la règle du consensus, évidemment. Il suffit qu'il y ait un blocage avec un seul État pour que certaines décisions importantes, malgré ces procédures exceptionnelles, donc qui permettent sur le financement, sur la défense, de faire des opt-out, hein, de sortir un peu de l'unanimité. Mais en tout cas, évidemment, c'est la règle de base. Et là, Peter Maillard a une carte à jouer, il le sait. Évidemment, ça arrangerait bien sûr la continuité de l'aide de l'Union européenne vers l'Ukraine au moment où elle est bien sûr malmenée par les dirigeants américains. Amélie Poinçon, parce qu'effectivement, il y a ce prêt à l'Ukraine et puis ces fonds européens qui sont immobilisés pour l'instant, justement parce que cette démocratie illibérale de Orban ne plaît plus à l'Europe. Donc, est-ce que finalement Peter Maillard joue là-dessus aussi en disant on va pouvoir débloquer ces fonds européens si je gagne ? Oui, alors dans la campagne, Peter Maillard justement a quand même est resté prudent sur ces enjeux-là européens et vis-à-vis de l'Ukraine. Il ne s'est pas trop mis en avant sur ces sujets-là puisqu'il sentait justement que ça pouvait être sensible. Et voilà, il s'est mis un petit peu en retrait de ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Pour s'intéresser plus aux problèmes internes, ce que vous disiez, économiques. Justement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la façon dont Viktor Orban a systématiquement bloqué, notamment les sanctions européenne à l'égard de la Russie, il a aussi derrière toujours cédé. Donc c'est un jeu en fait politique avec Bruxelles qui a évidemment énormément agacé à Bruxelles. Ça a été un bras de fer permanent. Mais de ce point de vue-là, évidemment, du côté des institutions européennes, il y a eu une lassitude et il y aura certainement, pour une grande majorité de dirigeants européens, un soulagement si jamais il y a un changement de majorité à Budapest. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'en fait, si Viktor Orban échoue dimanche soir et si Peter Maillard accède donc aux manettes de la Hongrie, en fait, il n'y a pas seulement ces enjeux-là, il y a aussi comment rétablir l'état de droit en Hongrie. Et ça va être un chemin très long,
On le voit avec la Pologne, comment c'est compliqué. Alors la Pologne fait face à une situation de cohabitation, mais de fait, c'est extrêmement compliqué de revenir sur toutes ces réformes. Et ces réformes ont été multiples, que ce soit sur l'indépendance de la justice, l'indépendance des médias. Ça n'a duré que 8 ans en Pologne, me semble-t-il. Oui, et alors là, que là, on y parle est de depuis 16 ans. 2010. Et donc, Peter Maillard et son parti va avoir besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'alliances politiques pour y parvenir, si c'est l'objectif. S'il arrive effectivement à battre son adversaire. Justement, ce système Orban, Jacques Rupnik, manifestement ce capitalisme, est-ce qu'il a d'abord favorisé plutôt sa famille, ses proches? Est-ce qu'on peut dire ça sur le capitalisme hongrois? C'est une sorte de capitalisme oligarchique. Donc on pourrait parler d'oligarchie. Là. Lien avec, voilà, pour bien réussir dans les affaires. Lien avec le parti. Faut être proche du pouvoir, proche du parti. Et donc, oui, en ce sens-là, il a été aussi très habile en attirant des capitaux étrangers, chinois, hein, et allemands. Tous les Allemands sont là. BMW, Siemens, tous. Gros investissements bavarois en Hongrie. Et donc, il a joué cette carte-là. Plus les fonds européens, quand même. Quand vous recevez 3% de votre PNB chaque année en transfert européen, ben vous hésitez 2 fois avant de claquer la porte. Donc, ça a permis au système Orban de tenir. Il est en difficulté aujourd'hui parce que l'économie hongroise va mal, l'économie européenne ne va pas si bien. Il dépendait de l'économie allemande, mais elle ne va pas si bien. Il y a la question de l'approvisionnement en pétrole. Bref, les circonstances économiques ne sont pas favorables. Mais le vrai défi, c'est celui qui vient d'être mentionné. C'est peut-on, après ces années de pouvoir illibéral, c'est la formule que lui emploie, démanteler... C'est-à-dire une forme de contrôle de la justice aussi, en plus du contrôle du capitalisme. C'est en gros le pouvoir qui n'aime pas partager le pouvoir. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs, il n'y a pas un véritable état de droit, puisqu'il n'y a pas donc une cour constitutionnelle indépendante, etc. Des libertés académiques aussi. Et les médias, etc. Et donc, la question, c'est comment démanteler un système qui a été mis en place pendant 16 ans. Et ça va être un des enjeux, le score. Si Magyar gagne vraiment avec une grosse avance, s'il a, je ne sais pas, 60%, parce qu'il faut avoir 60% pour modifier les lois constitutionnelles en Hongrie. Donc si on veut démanteler le système Orban, il faut avoir une majorité des deux tiers à l'Assemblée. S'il a une courte majorité, il tentera de faire un certain nombre de choses. Il peut le faire peut-être dans les médias, dans l'audiovisuel public ou des choses comme ça, mais il sera très limité. Et donc, la question hongroise, comme la question en Pologne avec Tusk quand il est arrivé au pouvoir, c'est comment démanteler un régime illibéral sans employer des méthodes illibérales, elles aussi. Si vous voulez respecter, vous... Donc respecter la Constitution, respecter l'Assemblée. Etc. Or, Orban a tout mis en place. Tous les leviers de pouvoir sont verrouillés par lui. Donc le démantèlement, c'est une affaire qui exigerait une grosse majorité et aussi la durée. Et ça, c'est pas sûr que les résultats de ces élections nous permettent ce scénario. Et c'est pour ça que ce laboratoire hongrois est si intéressant et autant scruté finalement par les partenaires américains, parce qu'ils y voient un modèle, ce modèle illibéral, ils y voient un relais, un partenaire en Europe qui pourrait donc donner lieu à d'autres modèles, mais ils y voient aussi leurs propres limites et ils y voient aussi la projection de leurs propres élections, les midterms donc qui arriveront en novembre 2026. Et le fait d'avoir cette élection un petit peu test en Europe est aussi un test pour l'Amérique de Donald Trump, et je dirais plus pour l'Amérique de J.D. Vance en particulier, car c'est peut-être lui qui pourrait reprendre finalement le flambeau trumpien par la suite, et qui a aussi ce projet finalement de s'appuyer sur des régimes illibéraux, mais pas seulement en Europe. Et donc l'exemple hongrois pour lui est particulièrement important, comme l'appui aussi de l'Italie de Giorgia Meloni. Alors justement, on ne l'a pas vraiment vu, Giorgia Meloni. Est-ce qu'elle appuie véritablement Viktor Orban? Là, en tout cas, pendant ces élections, on ne l'a pas vu. Si? Elle a été discrète. Il elle a été y a eu discrète, des messages de Marine Le Pen, etc. Marine Le Pen était sur place d'ailleurs, il y a une dizaine de jours. La galaxie des Trumpistes européens a quand même essayé de faire, mais c'était plutôt un service minimum, je dirais. Ils n'ont pas véritable... Et
l'arrivée de J.D. Vance, c'est le clou, le réseau et le symbole le pivot américain nous soutient. Je ne suis pas sûr que ça ajoute grand-chose aujourd'hui. Parce que l'ambition d'Orban... Mais justement, c'est ce que disait le jeune, pardonnez-moi, Jacques Rubin, qu'on a entendu dans le reportage. Il est connu sur la scène internationale, il est proche de Trump, donc ça peut lui permettre de récupérer un certain nombre d'électeurs. C'était ça son atout majeur. Je suis non seulement l'interlocuteur du président américain, c'est le seul leader européen mentionné par Trump pendant sa campagne électorale. Donc voilà. Et je vais faire le réseau trumpiste en Europe, à commencer par les patriotes, donc un groupement de patriotes. Et il a commencé en Europe centrale, avec la Slovaquie de Fico, le Tchèque Babiš, et ainsi de suite. Il crée un réseau pour recomposer la politique européenne. C'était ça l'ambition, disons, des Trumpistes européens avec Orban à sa tête. S'il perd les élections, je peux dire que cette ambition-là sera en recul. Elle ne disparaît pas, parce que la poussée de la droite et de la droite populiste en Europe, elle est là. C'est pas Orban qui l'a inventé. Il ne disparaîtra pas, lui, du paysage politique non plus. Il a été le précurseur, il pensait être le rassembleur. Eh bien, s'il perd l'élection, il n'y aura pas de rassembleur, mais le problème restera là. Est-ce qu'il pourrait contester ? C'est la question qu'on pose. Alors, ça pourrait être très intéressant justement pour l'Amérique trumpiste qui envisage toujours finalement, même pour les Européens, et là il y a peut-être effectivement la question d'ingérence qui se pose, de se demander comment on procède au vote aussi en Europe. Et le propos de J.D. Vance, que l'on a rappelé un petit peu plus tôt dans ce débat, où il parle d'ingérence informationnelle de Bruxelles, était assez ironique et un propos tout à fait inversatoire, mais qui est une pratique usuelle de J.D. Vance, qu'il utilise aussi aux États-Unis, et aussi pour commenter en fait ce qui peut se passer dans d'autres États qui ne verseraient pas du bon côté du modèle politique qu'il souhaiterait. Donc c'est toujours l'ennemi de l'intérieur aussi. C'est toujours l'ennemi de l'intérieur. Et puis il faut rappeler aussi que le fait de s'afficher avec J.D. Vance et la puissance américaine, c'est aussi s'afficher toujours avec ce partenaire militaire important, car dans une Europe qui risque d'être de plus en plus amenée à avoir des négociations plus bilatérales que multilatérales avec l'allié américain ou le partenaire américain, c'est important aussi peut-être de rappeler qu'on a l'oreille, non pas de Washington, mais en tout cas de Mar-a-Lago. Olivier Weber, vous êtes d'accord avec ça? C'est évidemment, ce scrutin se replace dans la relation entre les États-Unis et l'Union européenne, qui en ce moment évidemment est très malmenée par Trump et cette présence de J.D. Vance qui veut montrer qu'il est proche du système Orban contre l'Union européenne. Oui, bien sûr, c'est pour ça que cette élection est extrêmement importante, bien sûr, enjeu national pour les Hongrois, mais deuxièmement, enjeu pour l'Europe. Une partie de l'avenir de l'Europe se joue là dimanche. Et puis troisièmement, l'enjeu international avec ce triangle qui pourrait se constituer, se renforcer entre les États-Unis, la Russie et bien sûr la Hongrie. Si jamais Orban perd les élections, si c'est Peter Mayer qui remporte avec son parti TISA, évidemment, le scénario du cheval de Troie sera totalement mis à mal. Il est intéressant de voir comment Orban a joué justement sur la fibre nationaliste et populiste du peuple hongrois, tout en recevant ces aides de la part de l'Union européenne. Ce sont à peu près 3% du PNB, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. C'est plusieurs milliards d'euros qui sont alloués chaque année. Sauf que là, la Commission européenne a bloqué 20 milliards d'euros pour ces histoires de manquement de droits. Il y a un vrai enjeu économique, il y a aussi l'enjeu politique. Et puis après, il y a évidemment la question du soutien ou non de l'Ukraine. Il y a le déblocage des 90 milliards. Évidemment, ça sera le cas si Peter Mayer arrive au pouvoir dimanche soir ou lundi matin. Mais il y a, vous voyez, ce côté poupée russe qui s'entremêle, si je puis dire. Et effectivement, cela dépasse largement l'avenir du parti Fidesz ou l'avenir du parti TISA. C'est vraiment l'avenir de l'Europe qui se joue. Et simplement aussi, pour finir, vous savez, vous parliez tout à l'heure, Stéphanie Antoine, de cet attentat potentiel sur le pipeline. On pense évidemment que c'est ce qu'on appelle un faux drapeau, une opération menée sûrement par les services pro-Orban et peut-être même avec l'aide des Russes derrière. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le meilleur service qu'on peut rendre à Orban, c'est de relancer cette fibre nationaliste et populiste du peuple hongrois. Nous sommes attaqués, nous sommes menacés. Et c'est un scénario aussi de guerre hybride à laquelle les Européens doivent se préparer. On l'a vu aux Pays-Baltes, on l'a vu en Roumanie, on l'a vu ailleurs. La Russie va jouer de plus en plus
cette carte de la guerre hybride et bien sûr de l'ingérence dans les affaires intérieures européennes, comme l'a fait finalement J.D. Vance, là, aujourd'hui même à Budapest. Alors, on peut se dire que si Peter Magyar gagne, il aura quand même passé un certain nombre d'obstacles à vous écouter. Oui, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que si Viktor Orban échoue, il n'empêche qu'il a remporté une victoire idéologique déjà, de fait, depuis quelques années en Europe. Depuis, moi, je le fais remonter à 2015, lorsqu'on fait face à un afflux d'exilés d'Irak, de Syrie, etc., et où Viktor Orban apparaît comme l'homme fort et l'homme justement qui va bloquer l'accueil des réfugiés en Europe. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il apparaît vraiment et qu'il extrême droitise son discours et qui gagne finalement en étant le leader d'un petit pays, faut-il le rappeler quand même, de 9,5 millions d'habitants. Et donc, quelle que soit l'issue du scrutin, en fait, depuis 10 ans, Viktor Orban a gagné une bataille idéologique en Europe. Vous êtes d'accord, Jacques Rupnik? Même s'il ne gagne pas cette bataille idéologique, cette idéologie en tout cas reste. Et elle reste puissante en Europe. Oui, parce que donc on peut dire un nationalisme, conservatisme, valeurs chrétiennes, etc. Donc ça c'est le fond de commerce. Antilibéralisme, je dirais, le plus important. Contre la démocratie libérale. Mais c'est contre quoi? Et l'ennemi, c'est le libéralisme. C'est le libéralisme que promeut l'Union européenne, libéralisme politique avec la séparation du pouvoir et l'état de droit, mais libéralisme sociétal, LGBT, minorité, tout ce que vous voulez mettre dans cette lignée-là. Et ça, ça ne va pas disparaître avec Orban, parce que le rival Peter Magyar, d'abord, il ne va pas démanteler la clôture qui est à la frontière de la Hongrie, il l'a déjà dit. Il sera très prudent sur les questions de société. Il y aura une ouverture quand même, incontestable. Mais je veux dire, ça sera un changement dans la continuité. Et puis, sur l'homosexualité, par exemple. Par exemple. Alors là, certainement, il y aura une tolérance plus grande. Mais ce que je veux dire, c'est mesurer à quel point Orban a marqué, non seulement, vous avez dit, 16 ans au pouvoir, mais en fait, il est le seul rescapé de 1989. C'est le seul des leaders, de ceux qui ont fait tomber le régime communiste en 89, dans toute l'Europe de l'Est, c'est le seul qui soit encore là. Et donc, il y a quand même un phénomène Orban. C'est quelqu'un que les Européens adorent détester parce que c'est devenu leur bête noire. Et il le rend bien. Mais en même temps, il n'a jamais été exclu de l'Union européenne. D'ailleurs, on ne peut pas véritablement l'exclure. Il a l'habileté extrême il déteste l'Europe tout en restant dans l'Europe et en profitant. Il a été exclu de la droite européenne. Il a été exclu du PPE. Voilà. Il a été exclu du PPE par qui? Par Donald Tusk. La CDU allemande, les Autrichiens, tout le monde s'accommodait d'Orban. Jusqu'au jour où Donald Tusk a dit « si on veut être un vrai démocrate chrétien, si on veut être un vrai démocrate centre-droit, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. » Il a donné les 10 commandements et il visait directement le régime Orban. Donc c'est finalement, voilà, la rivalité, elle est aussi à l'Est. Tusk contre Orban. Et, il a été lâché par la droite allemande également. Et la droite allemande qui l'a cautionné pendant très longtemps. Angela Merkel, etc., avait accepté. Et c'est plus le cas avec Merz, donc du coup il y a eu un changement? Certainement pas, oui, parce qu'il est devenu justement par son attitude de confrontation avec l'Europe. Et ça, c'est pas acceptable pour les Allemands. Non, ce qui est intéressant, je pense, c'est Orban comme phénomène politique depuis 89. Une ère se termine avec. S'il perd, je pense qu'il va perdre cette élection et donc ça sera la fin de l'ère Orban. Mais cette élection, la Hongrie, quel que soit le résultat, sera différente après cette élection. Toutefois, la circulation des idées qui n'a pas fonctionné en Europe avec une résistance européenne a très bien fonctionné jusqu'aux États-Unis puisqu'elle revient et c'est au nom de ces mêmes valeurs que Orban voulait porter et que J.D. Vance a rappelé encore cet après-midi, à savoir toutes ces valeurs antilibérales justement que Vance veut défendre et c'est pour ça qu'ils sont aussi accrochés à Orban qui reste un des bastions en fait européen de ces valeurs chrétiennes et conservatrices que les successeurs de Trump ne voudront certainement pas lâcher
à grand renfort de droite chrétienne conservatrice, très bien représentée donc par Vance et l'ensemble de ses supporters en Europe. Olivier Weber, Zelensky va regarder, j'imagine, le scrutin de près dimanche. Le destin de l'Ukraine, je dirais même à court terme, c'est l'enjeu là aussi. Hein. Oui, bien sûr, évidemment, ça serait une grande nouvelle positive pour l'Ukraine et Zelensky si Peter Mayer était élu. Je crois qu'il a été un peu indélicat, évidemment, dans sa critique menaçante par rapport à la Hongrie et que certains Hongrois ont très mal pris. En tout cas, oui, bien sûr, cela permettrait de débloquer ces fonds européens, ces 90 milliards, peut-être aussi d'être un peu plus cohérent dans la cohésion, dans l'unité de la part de l'Union européenne pour l'aide non seulement militaire mais économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le côté diplomatique également, maintenant qu'il y a ce lâchage, bien sûr, de la part des États-Unis. Et oui, pour Zelensky, ça serait une vraie bouffée d'oxygène, sachant évidemment que la Hongrie est très très proche de l'Ukraine géographiquement. Et puis deuxièmement, c'est une sorte de leçon aussi pour l'ensemble des pays de la partie orientale de l'Union européenne. Je pense aux pays baltes, qui ont très peur évidemment de l'agression potentielle russe, de la Pologne également, qui est un des piliers du soutien à l'Ukraine, et puis peut-être aussi une remise en question de l'Europe, puisque l'adhésion de la Hongrie à l'Europe, l'intégration remonte à 2004. Le premier mandat de Orban, c'est 2010, et il n'a cessé depuis 2010 de détricoter tout ce qui avait été modèle d'intégration à l'Europe. Parce que vous savez qu'on regarde de très très près, maintenant, ce sont les procédures qui ont été allongées d'ailleurs à cause d'Orban. Pour intégrer un pays, par exemple, comme la Croatie en 2014, on a allongé le délai pour bien voir s'il n'y avait pas de remise en question souterraine, sous-jacente, de la part de la Croatie un peu plus tard, sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs, sur le népotisme, et bien sûr et surtout sur la corruption. Donc Orban a joué un petit peu sur les deux tableaux, tout en recevant une bonne partie de l'aide européenne, et je pense que ça peut représenter la victoire donc de Peter Mayer, si elle est avérée dimanche, un nouvel élan aussi pour la cohésion européenne, et deuxièmement, pour répondre à votre question, pour l'aide pérennisée donc à l'Ukraine. Merci beaucoup Olivier Weber, Maud Kessar, d'avoir participé à cette émission. Jacques Rupnik et Amélie Poinceau. Merci donc d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je vous dis à demain.